Le cinéma d'horreur est controversé. S'il y a bien un genre qui ne fait pas l'unanimité, c'est bien lui. Certains ne se nourriraient que de ça, d'autres préfèrent en rester éloignés, n'étant pas amateurs de sensations fortes. Mais alors le cinéma d'horreur, c'est quoi ? Qu'est-ce qui crée la controverse ? Le cinéma d'horreur, c'est avant tout l'art de faire peur. Comment, avec un simple scénario et quelques artifices, peut-on réussir à terroriser son spectateur ? Pour recontextualiser la chose, les premières traces du cinéma d'horreur ne sont ni plus ni moins trouvables à la fin du 19e siècle, date de naissance du 7e art lui-même. En plus d'être une prémisse aux premiers effets spéciaux, l'exécution de Mary, reine des Écossais, est une marque du début de l'horreur sur écran. Grâce à un arrêt de caméra, l'actrice était remplacée par un mannequin, permettant ainsi de simuler sa décapitation. Mais c'est le célèbre Georges Méliès qui créera ce que l'on pourrait aujourd'hui considérer comme les premiers films d'horreur, Le Manoir du Diable ou La Caverne Maudite. Le cinéma expressionniste allemand arrive sur les écrans. Prémisse du cinéma fantastique, le genre marquera l'émergence du cinéma d'horreur assumé, avec des films à l'ambiance morbide et au décor particulièrement dérangeant. Mais ce n'est qu'en 1930 que l'horreur naît, véritablement. Nous sommes en 1931 lorsqu'Universal Studios produit 3 longs métrages décisifs pour l'avenir du genre. Dracula, qu'Universal qualifiera de film d'horreur. Étant la première fois que le terme est véritablement employé, cela va contribuer à populariser le genre. Frankenstein, et enfin Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Interprète de Jekyll et de Hyde, Fredric March obtiendra l'Oscar du meilleur acteur pour sa double interprétation. Le succès des 3 œuvres poussera Universal à créer de nombreux autres films. De 1932 à 1948, le cinéma appartient aux Universal Monsters. Certaines œuvres originales se démarquent, comme La Momie ou Le Loup-garou, mais les Universal Monsters, c'est aussi énormément de suites qui renvoient à leur premier succès. Après avoir exploité le mythe du monstre, l'horreur, qui n'est pas encore de l'horreur, j'y reviendrai après, se dirigera subtilement vers la psychologie humaine, avec Psychose de Hitchcock par exemple. Aujourd'hui encore, la scène de la douche est une scène culte, intemporelle, qui a inspiré de nombreux metteurs en scène. Pour ainsi dire, l'horreur n'était à l'époque qu'un sous-genre du fantastique, un dérivé, et non pas un genre à part entière. Ce n'est qu'avec le temps et l'émergence de films comme Rosemary's Baby que l'horreur deviendra un genre reconnu par tous, et que les metteurs en scène d'époque seront soutenus en ayant de véritables moyens. William Friedkin s'inspirera d'ailleurs de Rosemary's Baby pour approfondir une notion que le film étudiait déjà, celle du bien et du mal, toute proportion gardée. Le diable, et donc la religion, sont des figures emblématiques de cette évolution. C'est ainsi que naît l'Exorciste. Véritable traumatisme d'une génération entière, l'Exorciste s'inscrit dans la lignée des films cultes et surtout précurseurs. L'horreur n'a plus de limites et ose remettre en question les mœurs d'une époque, ose toucher du doigt ce qui était intouchable, quitte à créer la polémique. Tobe Hooper réalise en 1974 une autre œuvre majeure du 7e art, Massacre à la tronçonneuse. Porte-parole de la censure, le film devient très rapidement controversé. Révolutionnaire pour certains et aberrant pour d'autres, le long métrage se voit censuré en France pendant 5 longues années. Est-ce le désir des réalisateurs d'atteindre les peurs viscérales du spectateur qui dérange, ou ce souhait d'apporter une nouvelle dimension à la violence ? La violence est désormais stylisée, et tend à se démocratiser. C'est ainsi qu'une nouvelle question se pose, quelles sont les limites de l'horreur ? Je pense qu'il n'y en a pas, ou du moins elles dépendent de chacun. Chaque être humain a ses propres peurs, ses propres faiblesses, et n'est donc pas sensible aux mêmes choses. Certains peuvent éprouver des difficultés à visionner une scène sanglante, qui se complaît dans l'hémoglobine, tandis que d'autres n'y verront aucun problème. Néanmoins, la violence explicite, visuelle, est une chose, mais l'horreur peut avoir une toute autre dimension. Elle peut être indiscernable et omniprésente. Le fan footage est l'incarnation même de ce principe. Le fan footage est un film qui utilise le procédé de caméra subjective. En récupérant des morceaux de bande vidéo, on les réassemble pour créer un seul et même film. 3 étudiants en cinéma se rendent dans une forêt aux États-Unis, dans le but d'y réaliser un documentaire sur une légende locale, celle de la sorcière de Blair. Une année après, la bande vidéo de leur caméra est retrouvée et ces derniers sont toujours portés disparus. C'est l'histoire du projet Blair Witch, le film qui popularisa le phénomène et engendrera la naissance de nombreuses licences telles que REC ou Paranormal Activity.
Pendant longtemps, de nombreuses rumeurs circulèrent sur Internet. Des rumeurs qui affirmaient que les images du film étaient bel et bien réelles. Évidemment, ce n'était qu'une stratégie marketing et les personnes présentes dans le film ne sont que des acteurs qui sont en parfaite santé. Mais ce qui est intéressant, c'est l'aura qui a entouré l'œuvre. Jouant sur l'imagination du spectateur, tout est toujours suggéré. On ne voit jamais rien, si ce n'est ce que notre cerveau nous laisse entrevoir. Marquant un certain renouveau, le fan footage devient rapidement un argument budgétaire, pour le meilleur comme pour le pire. Mais l'horreur, c'est quoi ? L'horreur, c'est un violent saisissement d'effroi accompagné d'un recul physique ou mental devant une chose hideuse, affreuse. Un film d'horreur est donc un film qui essaie de provoquer ce sentiment, par tous les moyens. Avec le mélange des genres par exemple, avec la science-fiction pour Alien ou le thriller pour Shining. Bien qu'en termes d'épouvante, une majorité des références d'aujourd'hui semblent être issues des années 70-80, n'oubliez pas que chaque époque a contribué à ce que le cinéma d'horreur soit ce qu'il est aujourd'hui. Chaque sous-genre se veut avoir son lot d'œuvres cultes, à tel point que la comédie horrifique en est aussi devenue un à part entière. Pourtant, le rire et l'horreur ont deux définitions plutôt opposées. Mais le véritable défi est comment rire de quelque chose d'initialement effrayant. Comment détourner la peur en jouant avec ses codes et en se les réappropriant. Le sentiment d'horreur n'a donc aucune limite réelle et peut être ressenti dans n'importe quelle œuvre, là où le cinéma d'horreur semble être limité par les codes de son genre. Dans un paysage cinématographique où la violence est de plus en plus banalisée, la peur est parfois là où on s'y attend le moins. Et c'est ce qui peut faire la différence entre un bon et un mauvais film d'horreur.